Bienvenue à votre émission Santé pour tous et ravi de vous retrouver pour ce numéro qui sera consacré à la déshydratation. Selon le ministère de la Santé, la première semaine du mois d'avril 2025, dans plusieurs localités, la chaleur sera ressentie avec des températures pouvant dépasser 42 degrés Celsius. Ainsi, les régions du Sahel, du nord, du plateau central, du centre, de la boucle du Mouhoun, du centre-ouest, du centre-nord et du centre-sud sont placés en vigilance orange. Autrement dit, la situation risque d'être dangereuse avec des maladies parmi lesquelles la déshydratation pouvant occasionner de nombreux décès chez les malades chroniques, les personnes vulnérables, les nourrissons, les femmes enceintes, allaitantes et les personnes du troisième âge. Pour ce faire, nous allons au cours de cette émission aborder les précautions à prendre, les causes, les symptômes, le traitement de la déshydratation et au cours de l'émission avec nos invités que sont le docteur Gaussou Sanou. Bienvenue docteur. Merci. Le docteur Gaussou Sanou est nephrologue au CHU Yalgado Ouedraogo. Nous recevons également au cours de cette émission le docteur Sié Ahmed Ouattara. Il est médecin réanimateur, anesthésiste au Centre médical international. Bienvenue, docteur. Merci, Madame Ouedraogo. Alors, sans plus tarder, nous allons pour la rubrique consacrée à l'entretien de notre émission. Bonjour, docteur. Bonjour, Madame Ouedraogo. Alors, docteur, quand on parle de déshydratation, qu'est-ce que c'est? Alors, merci bien. C'est d'abord vous dire merci pour l'occasion que vous nous donnez de communiquer, de participer à la sensibilisation de la population. Comme vous l'avez si bien rappelé, le contexte climatique qui se présente nécessite qu'on puisse quand même aborder donc, ce contexte sur le plan sanitaire avec beaucoup de sérénité. C'est vrai que l'autorité publique sanitaire travaille déjà à communiquer, mais le contexte tel que ce que vous offrez est à saluer. Alors pour parler de la déshydratation, alors l'objectif en s'adressant à la population, pour simplifier, de dire la déshydratation, c'est de retenir que c'est un manque d'eau au niveau du corps donc, de la personne. Donc on va dire un déficit. Et ce déficit-là va être peut-être le fait qu'il y a un problème donc, d'apporter de l'eau dans le corps de la personne, ou bien que la personne perd de l'eau de façon importante. Et donc cette asymétrie va conduire la personne à un déséquilibre en défaveur donc, de l'eau de son corps. Et donc on caricature le schéma de la déshydratation par cette explication. Alors, quand on dit c'est un manque d'eau, est-ce qu'on peut dire que la déshydratation, c'est une maladie? Et si c'est le cas, c'est quel type de maladie? Alors, est-ce que c'est une maladie contagieuse? Elle est transmissible? C'est quel type de maladie? Non, ce n'est pas une maladie contagieuse. Et pour le citoyen, c'est facile de lui faire comprendre que c'est une maladie. Mais pour nous, au plan médical, ce serait une maladie qui s'intègre dans d'autres dimensions de pathologie, donc qui pourront donc s'expliquer par les causes donc, qui font que cette déshydratation soit survenue chez la personne. Et parlant de déshydratation, est-ce que c'est la même chose chez tout le monde ou bien il y a plusieurs formes? Alors la déshydratation, pas dit plusieurs formes, mais on peut trouver des critères pour pouvoir catégoriser la déshydratation. Et lorsque c'est une forme qui survient donc soudainement chez quelqu'un qui se porte bien et pour des raisons donc spontanées, la personne se trouve à vomir, à faire la diarrhée. Donc sur 2 jours, on parle là de la déshydratation aiguë. Et cette forme, je pense que c'est la forme aussi la plus inquiétante. Mais sinon, certains peuvent se trouver dans des cercles vicieux de déshydratation
c'est une forme qui sera chronique parce que c'est des maladies sous-jacentes qui vont avec. Donc ça, on peut voir donc sur la dimension de aigu et puis ce qui est chronique. Et on peut trouver également sur la dimension de critères de gravité. Parce qu'on peut avoir une déshydratation qui est légère. Ça veut dire que c'est une forme qui s'installe sans que la personne n'ait forcément des signes qui perturbent à un niveau donné. Et on peut avoir également une déshydratation modérée. Et cette déshydratation, elle est modérée parce que au-delà donc du besoin d'eau au niveau du corps, l'expression a commencé à se faire sentir sur les organes. Et la forme, quel organe par exemple? Et le cœur, le rein, tous les organes vont subir l'effet de la déshydratation. Et lorsque ces signes-là sont un peu mineurs, parce que quelqu'un qui commence à sentir des palpitations, déjà, c'est des signes avant-coureurs. Donc, que le cœur même ne commence maintenant à se balancer dans son fonctionnement, où on se retrouve maintenant dans la déshydratation qu'on dira sévère. Et lorsque c'est sévère, les conséquences sont encore plus dramatiques. Et donc ça, c'est sur la dimension de la gravité. Mais également, on peut trouver des couches sensibles où on discuterait également de la déshydratation. Soit que ce soit des personnes âgées, on parle de couches fragiles chez l'enfant, chez les personnes drépanocytaires par exemple. Et il y a des catégories professionnelles dans lesquelles également, qui sont exposées à la chaleur et qui peuvent se déshydrater. Donc, c'est des critères que l'on peut utiliser donc, pour positionner la problématique de la déshydratation pour arriver à faire comprendre à la population. Mais quand on va maintenant à la dimension médicale, la déshydratation est encore plus technique parce que la cellule se déshydrate. Donc, on dira que c'est intracellulaire. Ça veut dire que c'est l'intérieur de la cellule qui se vide d'eau. Et on peut avoir extracellulaire, ça veut dire que les phénomènes de perte d'eau se passent hors de la cellule. Mais c'est difficile donc, pour faire comprendre ces schémas-là à la population. Je pense que les premiers critères-là sont en tout cas mieux adaptés pour l'objectif de l'émission, afin d'aider à faire comprendre la population. Et justement, la partie de la déshydratation sévère, et les réanimateurs ont également leur place dans l'arsenal très très sophistiqué pour la prise en charge des patients. D'accord. Alors, docteur Ouattara, vous êtes réanimateur. Qu'est-ce qu'il faut entendre par réanimateur et le lien avec la déshydratation? Ok, merci bien Madame Ouedraogo. Merci pour cette opportunité donnée pour participer aussi à la sensibilisation. Alors, le médecin réanimateur, c'est un médecin spécialiste, tout simplement. Un médecin spécialiste qui s'occupe de maladies en phase critique. Pour résumer, la phase critique d'une maladie, c'est quand la maladie atteint les seuils où les fonctions vitales sont en jeu et le pronostic vital engagé. Ça veut dire que le malade peut décéder incessamment ou en tout cas à très court terme. Voilà, donc ça, c'est le rôle du médecin réanimateur. Mais en fonction des pays ou des profils, on peut avoir des médecins anesthésistes réanimateurs qui font de l'anesthésie et de la réanimation, mais c'est les mêmes facettes d'un même métier. Voilà, l'anesthésie, c'est aussi supplier, sécuriser le malade avant, pendant ou après une intervention. Et la réanimation, c'est à peu près cette même suite, mais pour les maladies en phase critique. Voilà, quand le malade vient, il est en phase critique, on peut donc avoir besoin du médecin réanimateur qui est aussi un médecin spécialiste à part entière. Vous parlez de phase critique. En ce moment, quels sont les symptômes qui font que vous êtes obligé de rentrer dans la danse et puis de prendre en charge le malade? Alors, mon collègue l'a tantôt rappelé, la déshydratation peut montrer plusieurs signes. À la phase initiale, on peut ne rien ressentir, juste une petite sécheresse et puis l'envie de boire un peu d'eau. Mais c'est vrai que de plus en plus, quand le patient, surtout dans une déshydratation aiguë, parce que généralement quand c'est chronique, l'organisme quand même est assez dynamique et peut s'adapter petit à petit. Chronique, ça veut dire que le malade, l'individu, fait la déshydratation de manière fréquente? Exactement, comme Dr Serno le disait tout à l'heure, il y a des pathologies dans lesquelles les malades prennent par exemple des diurétiques, c'est des médicaments qui font sortir les urines, ou des maladies où le malade va perdre plus d'eau qu'il n'en reçoit. Alors dans ces genres de cas, quand ça vient de manière progressive sur des semaines,
le corps a plus ou moins le temps de s'adapter. C'est vrai, il y a des conséquences, mais pas autant que dans une déshydratation aiguë, dans le cadre, par exemple, d'une vague de chaleur où certaines personnes vont être confrontées justement à de la déshydratation. On peut se retrouver justement avec un défaut d'adaptation. Et là, peut se présenter les signes de gravité, des signes d'alarme pour lesquels, en tout cas, tout individu de la santé ou non doit être amené quand même à aller au plus vite dans les services d'accueil des urgences pour une prise en charge assez fréquente. Voilà, donc le réanimateur peut intervenir en concert avec ses collègues parce qu'en général, nous travaillons de manière multidisciplinaire avec tous nos collègues cardio, infectiologues, néphrologues et on intervient quand il y a des signes de gravité ou quand les premières mesures de prise en charge n'ont pas donné des résultats satisfaisants. C'est-à-dire? Bon, ça veut dire que le malade échappe à des mesures de base. Parce que quand le malade arrive de prime abord, il ne va pas dans un service de réanimation. Il peut être à l'accueil des urgences. Si son état le tolère, il peut être en néphro, en gastro ou dans n'importe quel service de médecine. Et nos collègues vont commencer des mesures de base pour permettre aux patients de récupérer. Mais il y a des fois, avec une bonne thérapeutique, le malade peut échapper et arriver en réanimation. Ou il y a aussi des fois où le malade a tellement de maladies chroniques instables qu'il faut le mettre en milieu de réanimation avant qu'il ne bascule. Voilà, dans ce genre de cas, le malade peut arriver en réa sans être forcément très grave, mais vu ses antécédents médicaux, s'il a un diabète très déséquilibré, de l'hypertension mal suivie ou une drépanocytose non suivie, ces éléments vont constituer, comme il a rappelé, des facteurs de fragilité qui vont conduire le patient en réanimation. Et je peux revenir tantôt sur les signes qui peuvent alerter. Voilà, c'est vrai que ça peut aller de la fatigue simple, mais quand il y a par exemple un trouble de conscience, comme il a dit mon collègue, ça peut toucher tous les organes, parce que l'eau, c'est 60% de notre composition corporelle. Ah oui, et 60%. À peu près, ça peut être un peu plus ou moins en fonction du sexe, de l'âge, mais pour caricaturer, je dirais à peu près plus de la moitié de notre corps. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'eau dans l'organisme. Exactement, et il l'a dit, ça va jusqu'au fonctionnement de la cellule. Ça veut dire qu'à ce niveau, s'il y a une déshydratation, tous les organes peuvent être touchés. Donc on peut, au niveau du cerveau, avoir un trouble de conscience, donc on peut avoir un malade au début qui est irrité, qui après va devenir peut-être même inconscient ou complètement léthargique. Donc ça, c'est des signes d'alerte. On peut avoir un malade qui n'a plus une bonne tension artérielle. Ça veut dire quand vous palpez le pouls ou bien vous palpez les extrémités, vous sentez que le sang ne circule pas bien. Ça, c'est lié au fait qu'il n'y a plus assez de liquide dans le corps. Et même si le cœur travaille bien, il n'y a pas assez de liquide pour circuler. Et donc, on peut avoir des signes d'hypotension ou la tension qui commence à faire défaut. Dans d'autres cas, on peut avoir aussi des signes de plis cutanés qui montrent vraiment que le malade est extrêmement déshydraté ou l'enfoncement des yeux. C'est des signes en général. Quand on commence à les avoir, il faut en général alerter l'équipe de réanimation ou passer à un niveau de soins un peu plus intense. Voilà ce que je peux dire à ce niveau. Merci, docteur. Alors, docteur Sanou, quelles sont les causes de la déshydratation? Alors, avant peut-être d'aborder cette question, c'est de compléter tout l'arsenal des signes que Dr Ouattara vient de présenter. Et comme il a si bien dit, c'est une manifestation qui se constitue comme un cri, en fait, cri de cœur de chaque organe qui aura besoin d'eau. Notamment, il a parlé donc du cerveau, du cœur, même la peau va se froisser. Oui. Et donc, le rein, qui est l'organe pour nous les néphrologues, pour lequel, en tout cas, on travaille, on réfléchit au quotidien. Donc, le rein, un de ses rôles majeurs, c'est donc d'équilibrer, de participer à l'équilibre du bilan d'eau du corps. Ça veut dire entre ce qui rentre et ce qui l'organisme va laisser sortir au niveau des urines. Donc, quand le malade est déshydraté, donc les urines vont devenir rares donc, chez le malade. Et c'est des urines qui sont très souvent foncées. Et donc, c'est des signes également qui participent à la déshydratation. Cependant, il y a des catégories pour lesquelles les signes ne sont pas apparents, comme ce que nous venons de dire. Parce qu'il y a des personnes fragiles pour lesquelles juste une absence, la personne est là, sur le poids
de la déshydratation, il manifeste une crise d'absence. Il peut même convulser. Les gens peuvent penser que ces convulsions-là sont dues à d'autres crises. Ou certains, c'est des coups de fatigue inhabituels qui n'arrivent pas. Et très souvent, ça arrive chez des personnes qui ont un niveau de vie aisé dans leur cadre professionnel, qui passent le temps et sans faire attention à la ration hydrique quotidienne. C'est-à-dire la quantité d'eau qu'il faut boire, parce que j'ai l'expérience d'un cadre, d'une société que nous avons reçu et qui, dans la semaine, parce qu'il y avait véritablement du travail en fonction des objectifs qu'il fallait atteindre, et donc elle était sur les dossiers et ça bossait dur. Au bureau. Et donc, c'était entre sa tasse de Nescafé et puis ses dossiers. Oui. Et donc, c'est le moment où elle grignote un peu. Donc, le déjeuner, le dîner, elle a un verre central, mais elle ne finit même pas le contenu en eau. Et donc, après 3-4 jours de fonctionnement professionnel, et un jour, donc 4e jour, je pense que c'est ça, elle était assise, elle a voulu se lever, donc elle est tombée. Et donc, on l'a pris, et puis on allait faire un bilan. On a trouvé que le rein était touché, et donc d'où la consultation. Et après avoir fait tout le bilan, on a trouvé qu'elle était déshydratée sans avoir manifesté les signes d'une déshydratation aussi. L'organisme manquait d'eau. Et donc, ça a été géré avec un apport d'eau, et puis après tout est rentré dans l'ordre. Alors donc, pour revenir sur les causes de la déshydratation, comme nous l'avons dit, c'est donc d'aller sur ce qui constitue les apports. Voilà. Donc, et pour ça, avec Dr Ouattara, on reviendra également sur des précisions, parce qu'il y a le message populaire, certes, et où les gens disent qu'il faut boire beaucoup, mais il y a des malades pour lesquels que nous suivons, qui, pour des raisons données, parce qu'ils ont leur cœur qui est fragile, et donc qui doivent se contenter d'un niveau d'eau donné. Il y a certains qui ont des problèmes de rein. Ça veut dire s'ils boivent trop, il y a des difficultés pour gérer. Donc pour dire que oui, il faut boire pour prévenir la déshydratation. Maintenant, si on se trouve dans un contexte tel que les périodes climatiques qui se présentent à nous, où on annonce des vagues de chaleur, les périodes de canicule, et que les apports d'eau ne sont pas suffisants par rapport aux besoins du corps, évidemment la déshydratation va survenir. Donc, il y a donc des pertes digestives en situation de maladie, quelle que soit la maladie, mais qui va se manifester par des vomissements, et c'est des situations à risque de déshydratation. Dans les mêmes pertes digestives, il y a la diarrhée qui est également donc une des causes de déshydratation. Nous avons aussi les pertes rénales, c'est-à-dire à partir du rein, puisque le rein qui régule donc les sorties, il peut y avoir des situations pour lesquelles le rein est malade. Et sans être forcément même malade, on prend par exemple chez le diabétique, qui a son diabète qui n'est pas équilibré, ça veut dire qu'il n'a pas suivi les mesures comme il se doit, ou bien un problème X est survenu qui a fait que son diabète s'est déséquilibré, et donc ce niveau de sucre élevé dans l'organisme donc va amener une manifestation au niveau du rein et dans la constitution des urines qu'on appelle la polyurie. Ça veut dire que le malade va pisser à des quantités d'urine importantes. Beaucoup de fois, mais à des quantités importantes. Parce qu'il y a des malades qui peuvent aller jusqu'à 6-7 litres d'urine par jour. Donc ça peut les déshydrater. Et donc, mais pour avoir cette quantité, cela suppose que la personne a beaucoup bu. Parce que pour éliminer l'organisme va susciter la soif. Le malade va autant boire, mais ça ne reste pas. Les urines vont sortir. Et tant qu'au niveau de l'organisme, il n'y a pas d'équilibre entre ce dont l'organisme a besoin et ce qui va sortir, qui est plus important par rapport aux besoins, la personne sera toujours déshydratée. Donc, ce qui fait que cette raison, chez le diabétique, et les diabétiques même, souvent, ils ont ça comme repère. Quand un diabétique commence à voir qu'il pisse beaucoup, il se dit que
Il faut qu'il aille en consultation. Il faut revoir donc, les mesures par rapport à son traitement. Mais il y a des maladies donc, de rein où le niveau, donc la partie où la régulation donc, du niveau d'eau doit se faire, c'est un peu technique. Et si cette partie est touchée, donc l'eau arrive, ce n'est plus retenu au niveau de l'organisme, donc ça sort et ces personnes-là vont se trouver donc, à des situations de déshydratation. Tant que ce n'est pas bien pris en charge, donc c'est des cercles de déshydratation. Donc il y a également les pertes cutanées, une hypersudation chez les brûlés par exemple. Donc lorsque le revêtement cutané n'est pas atteint, c'est des situations pour lesquelles les brûlures à un certain degré, et Dr Ouattara pourra revenir dessus. Donc là également, ça les expose à la déshydratation. Il faut signaler également ceux qui ont des maladies respiratoires. Au niveau des poumons? Au niveau des poumons, qui les amènent à respirer donc, avec des signes de lutte. Donc c'est des situations d'évaporation également de l'eau, donc qui peut également les exposer. Donc ça, c'est une présentation des situations donc, de maladies donc, qui vont conduire à des cas de déshydratation. Il disait tantôt, il y a des malades chroniques qui ont des traitements que l'on appelle des diurétiques. Ça veut dire que c'est des traitements qui aident le malade à avoir des urines parce que sa maladie de tous les jours là, fait que il ne doit pas avoir beaucoup d'eau dans le corps parce que son cœur est peut-être fragile. Et donc, pour cette situation, les médecins initient un traitement qu'on appelle des diurétiques. Et ces diurétiques, donc, gèrent sa situation médicale. Mais il se peut que dans certaines situations, ces diurétiques également donc, poussent le malade à la déshydratation. À éliminer beaucoup d'eau qu'il en faut. À éliminer beaucoup d'urine. Donc qu'il en faut lié à son traitement, associé à un contexte, par exemple, d'une autre maladie qui fait que le malade vomit, ou bien qui n'arrive pas à boire parce que le malade a des nausées, parce que le malade vomit, avec ce traitement. Et ce côté ne nous inquiète pas trop parce que très souvent, les médecins sont dans l'éducation thérapeutique avec les malades pour pouvoir contrôler ces situations. Donc voilà un peu ce que je peux dire comme donc, cause de la déshydratation. D'accord. Docteur Ouattara, concernant la déshydratation, est-ce qu'elle est la même quelles sont les particularités quand, par exemple, il s'agit d'une personne du 3e âge, quand il s'agit d'une femme enceinte, quand il s'agit d'un nourrisson? Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions? Alors, c'est vrai que au tout début, on a cité des personnes un peu vulnérables. Voilà. Ce sont des patients qui, du fait soit de leur composition corporelle ou de leur physiologie, leur manière de fonctionner même au niveau du corps, peuvent être fragiles par rapport à la déshydratation. Ceci dit, on doit rappeler que tout le monde est susceptible d'avoir une déshydratation. On l'a rappelé avec le cas de certaines personnes qui oublient de se réhydrater, hein, même si ces personnes sont en bonne santé, la déshydratation peut arriver. Alors pour les personnes âgées, il y a quand même des spécificités. Il y a la possibilité déjà que la composition du corps soit différente en termes d'eau, mais aussi le fait que souvent leur capacité à ressentir la soif est amoindrie. Ça, c'est lié même à des processus avec le vieillissement. Et là, la personne peut ne pas être consciente. Autant votre corps va vous pousser à avoir envie de boire quand vous êtes déshydraté, autant certaines personnes âgées peuvent ne pas ressentir cette soif-là. Est-ce que ce n'est pas lié parfois au climat? Parce climat... On a tendance, quand il fait frais, par exemple, on n'a pas tendance à boire. Mais là où ça devient délicat, c'est que même en période de chaleur, et là où vous et moi, on va avoir envie de boire, on aura certains seniors qui ne vont pas ressentir cette même soif. Parce qu'il a dit, ça c'est lié à des éléments assez techniques au niveau de l'hypothalamus. Il y a des éléments qui régulent un peu la soif parce qu'il y a tout un système d'hormones et de régulation dans le corps qui permet au cerveau, en fonction de comment le sang est concentré ou pas, de se dire, ah là, on a besoin de plus d'eau, là, on n'a pas envie de boire. Mais cette capacité s'émousse légèrement chez certains seniors. Ça fait que certains peuvent être exposés à la chaleur, être déshydratés
et ne pas ressentir le besoin de boire comme jadis pour pouvoir se réhydrater. Si c'est une personne isolée qui n'a pas d'aide et qui n'est pas autonome, ça peut être un frein à la réhydratation quand bien même cette personne ressentirait la soif. Alors pour les enfants c'est pareil, ils passent leur temps à courir, ils ont beaucoup d'énergie. Souvent il faut juste se rappeler de leur donner assez régulièrement de l'eau à boire. Les femmes enceintes, elle a quand même un bébé, donc son effort au niveau cardiaque et sa capacité à gérer la déshydratation sera moindre. D'autant plus que quand elle allaite, le lait est composé aussi de beaucoup d'eau. Donc, elle perd déjà, parmi les mécanismes de perte, c'est l'allaitement qui sera là. Si en plus de cela, elle n'a pas assez de réhydratation et elle n'a pas assez d'eau et de sels minéraux, elle peut se déshydrater. C'est pour cela qu'on cite, grosso modo, ces personnes comme des personnes fragiles. Mais comme on l'a dit, toute personne qui, en tout cas, subit un déséquilibre entre ses apports et ses sorties en eau et en sels minéraux peut se déshydrater. Voilà, a fortiori, quand c'est des seniors, des enfants, des femmes enceintes ou des gens qui ont des maladies chroniques spécifiques. Il a parlé de sels minéraux également, quand il s'agit de déshydratation. Oui, c'est important, et en tout cas ce qu'il vient de préciser. Et ça participe même à la notion même de la déshydratation, parce qu'on peut avoir la déshydratation sans perte de sel. Et tout comme on peut avoir la déshydratation avec perte de sel. Et la dimension de la prise en charge, c'est complètement différent. Parce que lorsque le sel, il y a une perte de sel qui est associée, et très souvent les manifestations sont encore très, très brillantes. Donc, et nécessite une prise en charge. La forme, elle est plus compliquée. Elle est plus compliquée parce que l'élément de sel qui est perdu. Et comme on le dit chez nous, on dit classiquement, l'eau suit les sels. Donc, si le malade perd du sel, et il va se vider donc, le flux drastique. Et dans ces situations, ce n'est pas boire que l'eau qui résout la situation. Donc, les professionnels de santé savent que dans ces situations, il faut associer du sel à la prise en charge avec l'eau également qu'il faut apporter chez ce patient. Ça va nous permettre donc d'aborder la partie traitement. Alors, comment se fait la prise en charge des personnes déshydratées? Alors, la prise en charge des personnes déshydratées, et pour évoquer la notion de la prise en charge, et je pense que Dr Ouattara convient avec moi sur la dimension médicale. En fait, il faut travailler à même prévenir la déshydratation. Oui, il faut travailler à éviter cela. Sous d'autres cieux, et lorsque la déshydratation survient, c'est comme si on n'avait pas mieux pris en charge la personne. Et c'est encore même un des intérêts de cette émission, c'est de travailler de sorte que, et comme on a l'avantage que les experts du climat nous annoncent le temps à venir, qu'on prenne les précautions. Comme ce que le ministère de la Santé ce que le ministère de la Santé a fait, à travers un certain nombre de mesures qui ont été publiées, et c'est de travailler avant de parler même de prise en charge, que la déshydratation ne survienne pas. Parce que ces conséquences vont au-delà des manifestations que nous avons dit. Malheureusement, on a par moments des décès, surtout dans la frange des couches vulnérables qu'il vient de citer. Et donc, dans ces situations, ça fait pas mal de comorbidités, en fait, de complications qu'il faut gérer. Donc, pour ceux qui, malgré peut-être les mesures de précaution qui ont été prises en charge et qu'un événement soudain survient, et lorsqu'il y a la déshydratation, on abordera les problèmes selon que la personne se trouve dans une déshydratation légère. Donc, il y a certains pour lesquels on va nécessairement donc recommander, au regard de la simplicité de sa situation de déshydratation, donc de boire l'eau par la bouche, on dit par voie orale, à des quantités d'eau quand même classiques entre 1,5 à 2 litres, et donc selon les besoins et satisfaisant, et les choses rentrent dans l'ordre. Mais on peut également aller au-delà de ça, parce qu'on trouve certains qui vomit. Celui qui vomit, on ne pourra pas lui dire de boire de l'eau. Ou bien qui fait la diarrhée d'une certaine façon. Après une évaluation, on décide de le garder dans un centre de santé
et de lui apporter donc un certain nombre de solutés, mais également de s'attaquer à la cause de cette déshydratation. C'est-à-dire celui qui vomit, et ces vomissements sont liés par exemple à un palu, on traite la déshydratation, mais on traite le palu aussi. Et ça évolue normalement. Les formes sévères également vont nécessiter un plateau technique encore un peu plus poussé avec des moyens. Toujours est-il que l'objectif de la prise en charge, c'est de rétablir l'équilibre hydrique dont le corps a besoin pour son fonctionnement. Quelle que soit la forme, c'est cet objectif que les médecins vont viser et qu'au finish, l'organisme soit satisfait de son bilan d'eau et que le fonctionnement des organes s'est rétabli. Les signes vont donc s'estomper, le malade s'est rétabli, et de travailler à ce que la prévention, que cette personne qui s'est trouvée dans la situation de déshydratation, et selon la raison qui l'a poussé vers là, qu'il ne se retrouve plus dans la déshydratation. Si ça se fait, à ce moment, on a réussi quand même la prise en charge du patient. Alors, docteur Ouattara, vous en tant que réanimateur, comment, dès qu'un patient arrive, surtout dans un état critique, comment se fait la prise en charge? Est-ce qu'il existe un médicament, justement, pour la déshydratation? Alors, la prise en charge de la déshydratation est assez bien codifiée en réanimation, parce que nous, une fois que le malade arrive, très souvent, c'est des malades qui ont échappé à la prévention, qui ont échappé aux premières mesures et qui aboutissent finalement en service de réanimation. Ou des malades qui arrivent d'emblée très graves dans le service d'accueil des urgences pour lesquels nous sommes sollicités. D'où l'intérêt encore de rappeler les mesures de prévention, de beaucoup se réhydrater, d'éviter de s'exposer à la chaleur, surtout en ces périodes, car l'eau, c'est littéralement la vie. Alors, si le patient arrive en réanimation, ce que nous on fait, c'est tout d'abord de vérifier toutes les fonctions vitales du malade. Donc, quand un malade arrive, comme on a dit, l'eau participe au fonctionnement de tous les organes, donc du cerveau jusqu'au rein, en passant par le cœur, on doit tout vérifier. Et ça, en quelques secondes, on essaie, par des moyens cliniques ou par un système d'appareillage, ce que nous on appelle des moniteurs de réanimation, pour avoir toutes les constantes de vie du malade. Et très vite, on va essayer de restituer l'eau qui a été perdue. Et avec les analyses sanguines, on peut rajouter tel ou tel type de sel pour compléter l'arsenal thérapeutique. Parce que comme il a dit, pendant des vomissements, vous perdez du sel, vous perdez du potassium, et tout ça peut aggraver les signes de la déshydratation. Donc l'objectif pour nous, quand le patient arrive en réanimation, c'est de le surveiller de manière minutieuse. C'est pour ça qu'on parle aussi de soins intensifs. Ça veut dire que chaque minute, chaque 2-3 minutes, on vérifie la tension, l'état de conscience, la manière de respirer du malade, parce que tous ces organes sont en souffrance. Et là, en général, il va s'agir de remettre par des perfusions, parce qu'en général, à ce stade, soit le malade n'est pas conscient, soit il n'a pas la capacité de boire suffisamment, et les traitements ont échoué ou l'état du malade s'est détérioré. Donc, on essaie d'apporter des moyens un peu plus lourds. Donc, on va mettre des perfusions, soit plusieurs perfusions, ou des perfusions par des voies spécifiques. On va faire passer du sérum salé ou du Ringia, c'est des solutés de remplissage. C'est comme si on remettait juste de l'eau avec des sels minéraux au niveau du corps du patient. Et cela va permettre une première partie de rétablir la tension du malade, parce qu'en général, la forme finale quand le malade est en phase critique, c'est qu'il n'a quasiment plus de tension, parce que sans eau, le cœur, le rein ne peuvent plus bien fonctionner, donc on n'a même plus de tension. Et donc il s'agira de réhydrater le malade assez vite. On fait souvent des tests de remplissage en tenant compte des maladies préexistantes du malade pour ne pas causer des surcharges, mais en tout cas on essaie, en fonction de l'histoire et des pathologies du malade, de lui apporter suffisamment et assez rapidement de l'eau et des sels minéraux. Cela va permettre d'avoir assez de liquide dans le corps au niveau du sang pour que le cœur travaille bien, que le rein reçoive assez de sang, que les urines reprennent et que l'organisme retrouve un certain équilibre. Et l'élément important, c'est de traquer la cause, parce que la réanimation, c'est vrai, c'est de préserver toutes ces fonctions vitales tout en cherchant et en traitant la cause
qui a amené le patient en réanimation. Donc c'est pour cela. C'est important. Exactement. Pour C'est pour ça. éviter les récidives. Absolument. Déjà pour gagner la bataille, si vous avez une diarrhée qui persiste ou un malade qui est toujours dans des vomissements sévères ou un diabète qui n'est pas équilibré avec du sucre qui nécessite que le rein sorte des quantités extraordinaires d'urine, vous ne gagnez pas la bataille si vous ne corrigez pas la cause qui amène le malade en réa. Donc, on va corriger les défaillances et on va permettre au malade, justement, en traitant la cause d'origine, de repartir sur un malade stable. Et une fois que le malade est un peu plus stable, il est réveillé, il est autonome, il peut à nouveau se réhydrater lui-même et la cause de sa déshydratation éliminée, il peut soit sortir ou passer par un service de réa, avoir des experts qui vont mieux et prendre en charge son état, stabiliser ses pathologies chroniques et pouvoir le faire sortir. Voilà. Merci, docteur. Alors, docteur Sanou, vous avez parlé des symptômes, vous avez expliqué comment ça se passe. Alors, si on est en présence d'une personne déshydratée, quels peuvent être donc les premiers secours, si par exemple on est à la maison, que l'on peut apporter aux malades? Alors, ce que nous avons rappelé et nous pensons que c'est des éléments, en tout cas en termes de contexte de la déshydratation et des signes de la déshydratation, c'est des éléments à la portée de la population. Et ces premiers éléments, c'est si le malade, en tout cas, a la possibilité donc de boire. Moi, j'insiste toujours sur la notion de la prévention. Il faut que la population participe à la prévention de la déshydratation chez les malades. J'ai un malade à la maison et je dois me poser la question, est-ce qu'il mange, il boit de l'eau? Le malade passe le temps à vomir, je n'attends pas qu'il manifeste les signes de déshydratation. Ça veut dire qu'il faut le conduire vers un centre médical, en tout cas de très proche, pour que une prise en charge précoce soit effectuée. Et je suis à la maison, je découvre un malade qui est exposé à la déshydratation, comme je l'ai dit, c'est toujours invité à boire de l'eau, en tout cas des quantités que le malade peut prendre, mais et de continuer vers un centre médical pour qu'on puisse participer à une orientation. Parce que comme il a dit, il y a toujours une évaluation. Parce que selon que j'ai une personne qui n'a pas de souci de santé, qui se trouve dans un contexte spontané de déshydratation, ça ne serait pas la même chose que j'ai une personne drépanocytaire qui, la déshydratation peut réveiller sa crise et donc que de vouloir naturellement le gérer à la maison, tout en sachant bien sûr que ceux qui suivent les drépanocytaires les recommandent très souvent à prendre de l'eau régulièrement et d'éviter d'être exposé à la déshydratation. Ça veut dire que ce message de prévention qui existe, c'est connu. Mais maintenant, si je suis devant ces personnes habilitées, c'est donc de travailler à ce qu'un centre de santé soit rapidement associé, qu'une évaluation soit faite et on verra maintenant quel est donc le niveau de prise en charge qu'il faut effectuer. Cependant, il y a des personnes qui sont donc des agents de santé qui sont à proximité de leurs patients, qui peuvent naturellement prendre une voie veineuse parce que c'est nécessaire rapidement de le faire. Et donc, ceux qui ont les profils pour ça, donc ils peuvent donc s'organiser à faire ce traitement de première urgence en attendant que la suite soit gérée par les structures compétentes comme il se doit. Alors, nous allons poursuivre notre émission avec la rubrique à la loupe. Nous allons nous rendre du côté de la régie pour suivre un élément sur la déshydratation. Combien de verres d'eau bois-tu par jour? Si c'est 0 verre par jour, alors la mort t'attend. Si c'est 1 verre, soit 250 ml d'eau par jour, alors tes organes sont en détresse. Si c'est 2 verres d'eau par jour, 500 ml, alors tu auras des maux de tête. Si c'est 3 verres d'eau par jour, donc 750 ml, tu auras la peau sèche. 4 verres d'eau par jour, soit 1 litre, alors dans ce cas, tu auras une digestion difficile. Si tu bois 5 verres d'eau par jour, soit 1 litre 25, dans ce cas, ta circulation sera améliorée. Si tu bois 6 verres d'eau par jour, donc 1,5 litre,
alors ton cerveau sera plus réactif. 7 verres d'eau par jour, soit 1,75 litres, tu auras une bonne hydratation. 8 verres d'eau par jour, alors là, dans ce cas, ton énergie sera optimale. 9 verres d'eau par jour, soit 2,25 litres, tu auras une peau éclatante. 10 verres d'eau par jour, soit 2,5 litres, alors là, dans ce cas, tu commences à éliminer vraiment les toxines. Et si tu bois 11 verres, voire plus, soit 2,5 litres ou plus, alors dans ce cas, tu as un risque d'hyponatrémie. Alors, docteur Sanou, vous venez de suivre cet élément. Quel est votre commentaire là-dessus? Est-ce que c'est vrai qu'il faut boire autant d'eau? Bon, pour mon opinion sur cet élément, j'avoue que... Est-ce qu'il s'adapte à notre contexte? Très souvent. Bon, pour le moment, en tout cas, d'abord, je ne sais pas quelles sont ces sources. Ça aussi, c'est toujours important de préciser les sources. Mais maintenant, qu'à cela ne tienne pour ce qui concerne mon opinion, parce que très souvent, sur les réseaux sociaux, on voit les messages circuler. Justement. Et ça fait que souvent, je vois des malades qui arrivent en consultation, ils ont des bidons d'eau qu'ils transportent parce qu'ils auraient appris qu'il faut boire beaucoup. Et donc, pour mon opinion là-dessus, c'est à la fois de dire oui, il est vrai qu'il faut s'hydrater, parce que les besoins en eau, c'est vraiment très capital pour le fonctionnement de l'organisme. Mais à aller et donc ajuster par nombre de verres d'eau par jour, à un moment donné, ça devient un peu philosophique pour les malades qui n'arrivent plus à savoir si j'avais pris, c'était un verre d'eau, 2 verres d'eau déjà, 3 verres d'eau déjà. Parce que principalement, lorsque l'organisme a un besoin d'eau et que c'est manifesté, en fait, on boit à sa soif comme il se doit. Tant qu'il n'y a pas de mesures contraires, on boit à sa soif. Et lorsque la soif en tout cas est partie, ça veut dire qu'on a apporté ce qu'il faut à l'organisme. Maintenant, selon qu'on se trouve dans le contexte d'un sportif, par exemple, dans le contexte de canicule, et il ne va pas se limiter qu'à la soif. Ça veut dire qu'il y a tout un programme donc, de boire avant, pendant et puis même après. Parce que lors du sport, il y a une hypersudation, on a perdu beaucoup d'eau. Donc, on se met dans cette perspective donc, de prendre de l'eau donc, et de remplacer donc, ces pertes au fur et à mesure. Et donc, moi, je pense que c'est des messages pour lesquels il faut prendre avec beaucoup de prudence. Beaucoup de pincettes. Beaucoup de pincettes. Boire, oui, mais de dire également que lorsque vous dépassez 2,5 litres d'eau, moi, je pense qu'il peut arriver un contexte où je suis amené à boire 2,5 à 3 litres parce que dans ce contexte-là, mon corps en a besoin. Pour quelqu'un qui creuse des trous sous le soleil, justement, par rapport à quelqu'un qui est dans un bureau bien climatisé, est-ce que les quantités sont... Pas forcément les mêmes choses. Et de dire que dans certaines situations, comme nous l'avons même signalé, un malade qui se trouve en train de perdre beaucoup d'urine, il faut qu'il se mette à boire suffisamment en attendant qu'il puisse avoir une prise en charge adéquate pour pouvoir contrôler cette situation. Donc, c'est des éléments génériques qui ne s'adaptent pas à tout le monde. Et pour certaines situations, c'est de les prendre dans un contexte précis. Et là où on peut être d'accord avec l'élément, c'est que là où, dans l'autre versant, ou si tu ne bois pas, l'organisme va souffrir, ça c'est évident. Si on ne boit pas de l'eau, la souffrance au niveau de tout l'organisme sera évidente. Mais maintenant, à rendre la vie donc, de l'homme, à son comportement à l'eau, avec des verres d'eau à mesurer, à un moment donné, ça devient très difficile pour le citoyen lambda à pouvoir se comporter avec, par rapport à la question donc, de mesurer par verre d'eau. Et puis, sur l'autre excès, l'autre extrême, par rapport à la quantité d'eau qui peut aller à 2 litres d'eau, parce qu'il est dit moyennement entre 1,5 litre à 2 litres par jour. C'est une question moyenne. Maintenant, pour certains, les besoins en eau, par rapport aux activités qu'ils mènent, donc peuvent amener à avoir un peu plus que ça.
Toujours est-il que plus je bois, plus je pisse, ben, c'est bon d'aller chercher à comprendre pourquoi je pisse autant de quantités, en tout cas d'urine, que d'eau que je suis en train de boire. Ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose qu'il faut aller chercher à comprendre. C'est ce message, en tout cas, que je pense pouvoir évoquer par rapport à l'élément en question. D'accord. Alors, nous allons vers la fin de notre émission à travers la rubrique « Bien manger, mieux se sentir ». Docteur Ouattara, alors, alimentation et déshydratation, qu'est-ce qu'il faut manger pour ne pas être déshydraté? Très belle question. En tout cas, pour moi, c'est une opportunité ultime parce que, en général, j'interviens dans la phase des soins où on a dépassé toutes ces étapes-là. Mais comme il le rappelait, le plus important, c'est de respecter les mesures qui sont simples. Voilà, des mesures qui sont simples. Les recommandations sont assez connues. Et ce que je peux dire déjà, pour toute personne qui a une maladie chronique spécifique, ne pas hésiter à se référer à son médecin traitant pour avoir des renseignements et des éléments intéressants. Parce que sur la vidéo qu'on a vue, il y a beaucoup d'informations qui circulent. Et donc, le vrai et le faux, c'est pas toujours évident. Mais l'essentiel, c'est de prendre le bon message à emporter. Ce qui est important, c'est de boire suffisamment d'eau. Mais quand vous avez des sujets âgés ou des enfants ou des personnes fragiles, ne pas hésiter à prendre des conseils auprès des médecins. Revenant à la question de l'alimentation et puis de la réhydratation, il faut juste noter que, en fonction des périodes, l'alimentation peut plus ou moins participer à la réhydratation. Vous avez des fruits comme les pastèques, les melons, qui sont des fruits qui sont composés de beaucoup d'eau. Si vous en prenez en période de chaleur, c'est vrai, ça participe aussi à apporter de l'eau et des électrolytes au niveau de votre organisme. Mais c'est différent de l'eau plate? Non, l'eau plate... L'organisme en a autant besoin? L'organisme en a autant besoin parce que l'organisme a une certaine autonomie. Il y a ce que vous ingérez, il y a ce dont l'organisme a besoin. Il prendra ce qui est nécessaire et l'excédent, il le fera sortir. C'est pour ça que vous voyez que les urines peuvent être plus ou moins concentrées sans tomber dans la psychose, comme on a vu, de travers. L'organisme, quand même, a une marge de manœuvre et une capacité à s'auto-piloter. La déshydratation dont nous parlons là, c'est vraiment qu'on arrive dans les extrêmes. Sinon, en mangeant correctement, en se réhydratant comme d'habitude et en évitant de s'exposer et en retenant que dans des situations spécifiques, comme le sport et l'hypersudation, il faut mieux boire, on peut facilement se permettre d'être en bonne santé. L'élément que je peux juste notifier, c'est que on parle de beaucoup boire, mais il faut préciser que nous parlons de boire de l'eau ou de prendre des aliments qui contiennent suffisamment d'eau. Il ne s'agit pas de boire de l'alcool. Exactement. Si vous prenez de l'alcool ou des éléments extrêmement sucrés qui peuvent entraîner des mécanismes d'hyperdiurèse, ça veut dire de grandes quantités d'urine. On a vu que vous pouvez même ingérer des quantités où vous déshydrater. Voilà, parce que le corps va avoir tendance à éliminer certaines substances. Et en éliminant ces substances-là, l'eau peut suivre. Et donc, avoir de la déshydratation. Donc, ce n'est pas tout ce qui est liquide qui concourt à la réhydratation. Donc, le plus important, boire de l'eau plate ou de l'eau avec ou de l'eau minérale, peu importe, l'organisme va trier. Et l'eau aromatisée? Bon, moins on a de chimique, mieux c'est. Parce que quand vous dites aromatiser, c'est très vaste. Donc, si on donne le quitus, on ne sait pas jusqu'où on peut aller en aromatisant. Mais l'eau plate ou de l'eau minérale en bouteille est largement suffisante pour concourir aux besoins. Prendre beaucoup de fruits, notamment dans cette période, on a quand même beaucoup de pastèques, beaucoup de melons. Tous ces fruits sont gorgés d'eau et participent à la réhydratation. Pour l'anecdote, il y a des animaux qui ne boivent pas d'eau parce qu'ils mangent tellement de légumes et de fruits qu'ils ont suffisamment d'apport. Ce n'est pas le cas de l'homme, mais bon, il faut noter que justement, pour cette saison, c'est beaucoup se réhydrater, prendre des fruits et des légumes, éviter l'alcool, et puis bon, pour les enfants, allaiter au maximum, et pour les personnes âgées, se rappeler que quand même, toujours il faut des rappels. Boire, il faut se rappeler qu'il faut quand même boire et inciter à plus de boissons pour éviter justement les déséquilibres. Alors, on ne peut pas se quitter, docteur Sanou, sans parler de déshydratation et jeûne.
parce que nos frères de l'autre côté viennent de finir le carême musulman, on va dire, et il y a également des chrétiens qui sont toujours en carême, dans le jeûne. Alors, jeûne et déshydratation. Quel conseil vous avez à donner à ceux qui sont dans cette période? Si vous me permettez, juste rapidement compléter ce que Dr Ouattara vient de dire. Donc, pour l'apport hydrique, c'est de faire vraiment la part des choses. Pour tout ce qui est comme boisson alcoolisée, ou bien en tout cas les substances qui contiennent de la caféine, ça n'hydrate pas. Au contraire, ça a un effet diurétique qui fait beaucoup plus pisser la personne. Et donc, vous voulez dire le café également? Oui, le café également, ça a un thé, effet. En tout cas, tout ce qui va avoir comme substance de caféine, donc ça peut avoir un effet diurétique et même du quinqueliba. C'est quelque chose, c'est un aliment qui est bien apprécié, qui a des vertus importantes, mais c'est de dire que à cause de l'effet diurétique, ça peut beaucoup faire pisser la personne et donc ne pas participer à une hydratation efficace. Et également, et même l'eau, c'est de dire que l'eau fraîche, mais pas l'eau glacée. Parce qu'on a l'impression d'avoir une sensation de bien-être quand on a bu très bien glacé, mais en réalité, on n'a pas pris les quantités donc satisfaisantes qu'il faut pour le corps. Il a dit tantôt pour les fruits et légumes, en fait, l'avantage, c'est les sels minéraux, justement, qui sont associés, qui répondent énormément aux besoins de l'organisme. Donc, par rapport à cette question d'hydratation, parce que l'eau et puis les sels minéraux, quand c'est ensemble, c'est encore beaucoup plus efficace pour le corps humain. Donc, pour revenir à la question du jeûne et la déshydratation, je pense que les mesures préventives qui ont été déjà édictées par l'autorité sanitaire, par exemple, sont des mesures que lorsque le jeûneur se met dans ces conditions, en fait, prévient la déshydratation. Et lorsque ceux qui sont dans des conditions de maladie d'une certaine façon ne sont pas tenus à jeûner, parce que ça peut déséquilibrer leurs problèmes de santé. Et lorsque donc, le risque de déshydratation est quand même supérieur, comment je vais dire, est beaucoup plus important, que le bien-être de la personne, je pense que c'est une situation à prendre en compte pour préserver sa santé. Et je pense que les mesures qui ont été édictées, c'est de travailler à ne pas s'exposer au soleil, surtout à des périodes encore très chaudes. Et lorsque les personnes se trouvent en possibilité donc, de s'hydrater, donc de ne pas se priver donc de l'hydratation, parce que après un intervalle de temps quand même où la personne n'a pas pris de l'eau et se retrouve à boire, si ça donne à d'autres aliments qui vont beaucoup plus l'exposer à la déshydratation, je pense que c'est des facteurs qui vont se cumuler nécessairement pour aggraver son état de santé. Donc pour dire que les mesures données par le ministère de la Santé de notre pays et qui ont circulé en tout cas à travers pas mal de médias sont des mesures à encourager et inviter également la population à s'approprier de ces contextes-là et de prendre en compte vraiment la fragilité de la personne âgée. Comme il l'a dit, ils n'ont pas la sensibilité à la soif, parce que c'est normalement même le processus de vieillissement qui fait que c'est comme ça. Et donc, on constate qu'il y en a même qui mangent moins. Voilà. Et donc, à leur présence, c'est de travailler à les inciter. Et moi, je dis souvent à certains, il faut avoir l'eau à côté. Et chaque fois, en voyant l'eau, vous dites qu'on vous a dit de boire. Et donc, vous prenez un peu. Faire le rappel. Voilà. C'est important. Et ça peut aider énormément. D'accord. Alors, nous sommes au terme de notre émission qui était consacrée à la déshydratation. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que nous recevions le docteur Gaussou Sanou.
Il est nephrologue au CHU Yalgado Ouedraogo. Également, nous avons reçu le docteur Ouattara Sié Ahmed, qui est réanimateur et également anesthésiste au Centre international médical. Nous vous disons merci pour avoir accepté notre invitation. Nous disons également merci du côté de la régie, toute l'équipe de réalisation, et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine pour un autre sujet en lien avec la santé. Mais en attendant, ne cessez pas de boire parce que l'eau, c'est la vie. Buvez encore et encore tant que l'organisme en demande. Et à la prochaine pour un autre numéro de votre émission Santé pour tous.